Les dunes rougeâtres respirent au rythme du vent brûlant. Les déserts de sel scintillent sous un soleil impitoyable. Et les eucalyptus crépitent comme des braises vertes sur la plaine. Les mangroves emmêlent leurs racines dans des eaux troubles. La jungle humide s'élève comme un autel vivant, alors que la côte frappe les falaises avec un pouls implacable. Nous sommes en Australie, un continent insulaire où la vie et la mort se battent dans une danse éternelle, une terre d'extrêmes qui soumet chaque créature à l'épreuve implacable de la chaleur, de la soif et de la fureur de l'océan. Pourtant, le battement de cœur du désert, de la jungle et du récif soutient une symphonie de survie qui ne s'arrête jamais. Le kangourou roux avance avec de longs sauts qui dévorent la distance. Le koala s'accroche à l'écorce et apprécie l'humidité. Et l'émeu trace des sentiers invisibles à travers les prairies avec des pas qui n'hésitent pas. Ce royaume brûlé par le soleil respire avec l'ancienne cadence de la pierre et de l'eau. L'ornithorynque patrouille les ruisseaux silencieux avec son museau immergé. L'échidné creuse des fourmilières avec des épines dressées très haut, tandis que le casoar traverse l'obscurité de la jungle tel un gardien. Sous un ciel impitoyable, les biomes mutent au gré du souffle du vent. Le wombat creuse des tunnels frais pour échapper à la chaleur torride de midi. Le kookaburra brise l'aube avec un rire qui secoue la forêt. Et les dragons varans parcourent les dunes avec des langues brûlantes à la recherche de sentiers. Sur cette vaste île continent, il n'y a pas d'endroit où la nature ne déborde dans un défilé d'extravagance et de sauvagerie. Dans l'écosystème australien, la vie surgit partout de manières uniques, jamais vues auparavant. La faune qui domine cet empire sauvage est un fervent exemple de l'imagination du Créateur. Cependant, sur ce monde océanique isolé, des bêtes assoiffées de sang se sont établies comme les dirigeantes de la vaste chaîne alimentaire, imposant leur volonté par la sauvagerie et la férocité. Dans l'immensité de la savane australienne, sous le soleil implacable, le dingo apparaît. Une morsure précise et une attaque en meute transforment ce prédateur en un stratège impitoyable, dominant d'une main de fer la terre où il est né et soumettant l'ensemble de l'écosystème à la dictature de son appétit sans borne. À des milliers de kilomètres de là, dans les terres froides et sombres du sud, un grognement retentissant annonce l'arrivée du démon lui-même. Doté d'un appétit vorace et d'une force inhabituelle, le redoutable diable de Tasmanie attaque avec une fureur disproportionnée, utilisant ses puissantes mâchoires pour briser les os et dévorer jusqu'à la dernière trace de sa victime. Pendant ce temps, dans les eaux bleues profondes qui entourent ce royaume marin généreux, où la lumière pénètre à peine, une ombre gigantesque glisse comme un fantôme, cachant ses intentions sanglantes dans l'obscurité. Le grand requin blanc, avec son regard froid et sa taille imposante, représente la terreur des profondeurs. Une charge brutale, une gueule pleine de dents acérées, et la proie est à sa merci dans un tourbillon cramoisi qui annonce la mort d'une autre de ses victimes. Située à l'extrémité sud de la planète et entourée par les océans Indien et Pacifique, l'Australie couvre près de 8 millions de kilomètres carrés. Le territoire australien est si vaste qu'il équivaut à la taille de presque toute l'Europe, représentant environ 5% de la surface de la planète. Dans cet empire sauvage de la taille de continents entiers, se déploie une mosaïque de biomes aussi extrêmes qu'hypnotiques. Les déserts intérieurs sont un enfer de sable et de roches où le soleil tape sans relâche sur des dunes qui ondulent comme des mers immobiles. Ici, la vie s'accroche bec et ongles, l'eau n'est qu'un mirage et le vent souffle l'espoir comme de la poussière à l'horizon. Les savanes dorées s'étendent à perte de vue, une mer d'herbes sèches ondulant sous un ciel infini. Les ombres sont des trésors éphémères et chaque aube teinte la plaine de feu. Dans les fourrés, la végétation forme un labyrinthe impénétrable de branches et d'épines, abritant des créatures invisibles attendant le moment idéal pour attaquer ou s'échapper. Les forêts d'eucalyptus s'élèvent telles des colonnes d'argent murmurant au vent. Le parfum de leurs feuilles embaume l'air, et la brume matinale les enveloppe comme des temples d'un autre temps. Au nord-est, la forêt tropicale est un univers vibrant d'humidité et de mystère.
Des lianes se balancent comme des serpents, des feuilles géantes ruissellent d'une pluie éternelle, et un chœur incessant d'insectes, d'oiseaux et de grenouilles célèbre l'abondance. Chaque centimètre carré grouille de vie et de danger. Pendant ce temps, le long de la côte, des mangroves tortueuses s'imprègnent de l'air marin salé, et le plus grand récif corallien de la planète se développe dans les eaux chaudes. Là, des millions de créatures dansent parmi les structures vivantes, et des prédateurs rôdent avec la patience des abysses. Face à un puzzle de biomes aussi extravagant, il est facile de comprendre que le climat australien n'est pas particulièrement uniforme, ni même prévisible à distance. Alors que le nord tropical est saturé de pluie de mousson et d'une humidité étouffante en été, avec des températures dépassant les 30 degrés Celsius, le cœur désertique du continent montre toute la cruauté de cet écosystème étouffant, brûlant sous un soleil implacable, faisant monter le thermomètre à plus de 40 degrés Celsius. En contraste avec ces températures, l'hiver apporte un répit, un temps de renouveau où la nature guérit les cicatrices laissées par les moussons infernales. L'air devient sec et doux dans le nord, un soulagement après la saison des pluies. Et au centre du désert, les nuits froides envahissent la scène. Durant ces périodes, le thermomètre peut chuter avec une facilité alarmante, frôlant le point de congélation, tandis que l'extrême sud se rafraîchit avec de la pluie et un temps humide, avec des températures un peu plus douces autour de 10 degrés. Malgré le climat australien rigoureux, sur cette île colossale d'extrêmes, la vie végétale non seulement survit mais prospère dans une diversité éblouissante, avec plus de 24 000 espèces végétales, dont environ 20 000 sont endémiques, créant un monde à part. Mais la biodiversité du Sud ne s'exprime pas seulement dans le règne végétal. Cette terre abrite près de 380 espèces de mammifères, dont la plupart sont endémiques, des créatures que l'on ne voit nulle part ailleurs dans le monde. Les reptiles investissent également ce paradis sauvage avec près de 900 espèces, un royaume qui s'est adapté à la chaleur incessante. Dans les coins les plus humides, les amphibiens prospèrent également avec près de 240 espèces, et le ciel est rempli de la grâce de plus de 800 espèces d'oiseaux. Ensemble, ils créent un spectacle de vie sans précédent, un écosystème qui a écrit ses propres règles de survie et de prospérité. Alors que ces créatures sauvages remplissent chaque biome de ce vaste territoire insulaire de couleurs vives, l'écriture de la faune australienne est écrite dans le sang, en utilisant des griffes et des crocs acérés comme stylos. S'élevant dans les airs dans un vol redoutable, le Cacatoès à huppe jaune est l'une de ces figures qui remplissent ce paradis de couleurs vives. Avec une hauteur ne dépassant pas 50 cm et un poids d'environ 1 kg, cet oiseau n'est pas particulièrement grand. Mais avec son apparence frappante, il parvient à voler toute l'attention. Couvert d'un plumage blanc immaculé, cet oiseau contraste avec l'écosystème coloré australien. Sur sa tête, il arbore une crête distinctive et proéminente de plumes jaunes qui lui donne une apparence imposante et frappante. Mais cette crête particulière n'est pas un simple ornement, mais un outil de communication visuelle, hissé dans les moments d'excitation ou d'alarme, un signal sans équivoque au reste du troupeau. Son bec est robuste et large, teinté d'un noir profond qui complète une apparence captivante. Cet outil redoutable est capable de briser les coquilles des noix les plus dures et de déterrer les bulbes et les cormes cachés sous le sol. Lorsqu'il prend son envol, le spectacle est hypnotique. Leur battement d'ailes est irrégulier et semble légèrement laborieux, avec des mouvements rapides et superficiels entrecoupés de glissements sur des courants invisibles. À ce moment-là, le soleil révèle un secret. Une subtile touche de jaune pâle sur le dessous de ses ailes et de sa queue, un éclair caché qui n'est perceptible que lorsqu'il se découpe sur le ciel. Le Cacatoès galerita, également connu sous le nom de Cacatoès galerita, est l'une de ces espèces d'oiseaux qui brisent le silence quotidien qui règne dans le vaste écosystème australien. Son cri est un croassement strident et rauque,
une adaptation sonore conçue pour voyager à travers les environnements forestiers denses qu'il habite. Cette vocalisation permet la communication entre les membres du troupeau sur de longues distances, maintenant la cohésion du groupe même lorsqu'ils sont hors de vue. Alors que le troupeau descend, le monde se transforme en une rafale de plumes blanches, avec des centaines de ces oiseaux se rassemblant dans ce qui est un spectacle de vie et de son. Ce sont des êtres extrêmement sociaux et leur existence est tissée dans la tapisserie complexe de la communauté. La vie de groupe est leur plus grande force. Alors que la majeure partie du troupeau se nourrit au sol, certains individus jouent le rôle de sentinelles. Ils se perchent sur les branches les plus hautes, vigilants, scrutant le ciel à la recherche d'éventuels dangers. À la moindre menace, la sentinelle pousse un cri d'alarme explosif et perçant, et en un instant, toute la volée se lève dans un déchaînement d'ailes et de cris, un chaos assourdissant qui déroute tout attaquant. Ayant réussi à survivre aux attaques de prédateurs tels que les faucons, les aigles, les hiboux et les varans, ces oiseaux exotiques se préparent maintenant à calmer les gargouillements dans leur estomac. Pour cela, les kakatoès ne sont pas trop prétentieux et adaptent leur régime alimentaire aux ressources que leur offre leur environnement, car lorsque leur survie est en jeu, aucun plat n'est trop petit. Son menu très varié se compose principalement de baies, de graines, de noix et de racines, un festin qui change au fil des saisons. Pour trouver de la nourriture, la clé pour ces créatures blanchâtres ailées est la patience. En fouillant soigneusement la végétation, le kakatoès essaie de trouver ce qu'il considère comme des collations exquises et très nutritives. À l'aide de leur bec robuste, ces oiseaux creusent le sol à la recherche de tout ce qui ressemble à de la nourriture, et lorsqu'ils le trouvent, ils utilisent leur arme très efficace pour casser les graines dures d'un seul coup. Leurs langues flexibles et extrêmement musclées leur permettent de manipuler leur nourriture avec une habileté enviable, obtenant facilement ces fruits nutritifs. Lorsque la faim frappe et qu'il n'y a pas de chance de trouver de la nourriture au sol, la recherche se déplace vers les hauteurs, où le kakatoès profite pleinement de ses enviables capacités d'escalade, utilisant ses puissantes pattes pour s'accrocher à l'écorce des arbres et ainsi pouvoir étendre sa recherche insatiable de nourriture à d'autres horizons, dans les hautes branches de la forêt. En plus de se nourrir ensemble, la vie sociale des kakatoès est un véritable spectacle naturel. Ces charançons forment des couples monogames qui peuvent durer toute une vie, un lien de loyauté indéfectible qui s'étend parfois sur des décennies. Étant donné que le bonheur éternel de ces oiseaux peut presque signifier une éternité, la parade nuptiale du kakatoès à huppe jaune est un rituel de démonstration et de tendresse. Le mâle s'approche de la femelle avec sa crête dressée, se pavanant et bougeant la tête dans une danse rythmique tout en émettant de doux cris stridents. Si la femelle accepte, le lien est scellé et ensemble elles préparent le nid. Ils recherchent la cavité parfaite en haut d'un arbre, souvent un eucalyptus, un sanctuaire sûr qu'ils tapissent de copeaux de bois. Là, la future femelle pond 2 à 3 œufs blancs, que les 2 parents couvent et protègent avec une dévotion farouche. Durant les 30 jours environ que dure la période d'incubation, les 2 parents attendent dans un silence et une vigilance anxieuse. Une fois les poussins éclos, le lien familial s'étend bien au-delà du nid. Les jeunes restent avec leurs parents toute l'année, et les groupes familiaux restent ensemble indéfiniment, créant des clans étendus où les connaissances et la protection sont partagées à travers les générations, crucial pour que ceux qui étaient jusqu'à récemment des poussins sans défense se développent en splendides kakatoès adultes, as du ciel australien. Alors que les kakatoès remplissent l'air de leurs rugissements et de leurs mouvements constants, dans les mêmes forêts d'eucalyptus, la vie se déroule à un rythme complètement différent. Tout en haut des branches, une silhouette immobile s'accroche à l'écorce, maître du calme et du silence, contrastant le ciel et la terre avec le comportement tapageur des kakatoès. Il n'y a pas de vol strident ni de démonstration spectaculaire. Juste une présence calme, presque fusionnée avec l'arbre qui la soutient. Observant attentivement parmi la végétation, le koala apparaît, symbole de patience dans un continent d'extrême, où la faune avance à toute vitesse.
Ne pesant pas plus de 15 kilos et mesurant un peu moins d'1 mètre de haut, son corps trapu et sans queue, ses grandes oreilles velues et son nez large et foncé donnent à ce mammifère endormi une apparence incomparable, même dans un endroit aussi grouillant de vie que la nature sauvage australienne sans fin. Son pelage dense et laineux varie en couleur du gris clair au brun, une adaptation qui le protège à la fois du froid et de la chaleur. La fourrure de sa croupe est particulièrement dense, un coussin intégré qui lui permet de se reposer pendant des heures dans les fourches dures des branches. Car, malgré les nombreux défis auxquels il peut être confronté au quotidien, pour le koala, le confort passe avant tout. Bien que les plus gros spécimens n'atteignent même pas 15 kilos, la taille de ces tendres créatures varie tout au long de leur distribution. Dans le sud, où les hivers sont plus froids, ils sont plus grands et plus robustes, avec une fourrure plus épaisse et plus foncée. Ici, les mâles sont, comparés à leurs homologues plus chétifs, des colosses. En revanche, dans le nord tropical, ils sont plus petits et d'un gris plus clair, les mâles dépassant rarement les 8 kg. Grâce à sa taille compacte et à ses capacités de ramification enviables, aucun arbre ne peut résister à ses capacités d'escalade, ce qui le rend parfaitement équipé pour une vie en haute altitude. Ses pattes, de longueur égale et dotées d'une grande musculature, lui confèrent une force d'escalade redoutable. Les coussinets rugueux sur ses paumes et ses plantes de pied lui donnent une prise ferme sur l'écorce lisse, tandis que ses griffes acérées l'ancrent solidement. Dans ses mains, 2 de ses doigts s'opposent aux 3 autres, une configuration semblable à celle du pouce qui lui permet de saisir les branches avec la fermeté d'un étau. Bien qu'il soit un maître dans les hauteurs, sur terre son habileté disparaît. Ses mouvements deviennent lents et maladroits, et il ne descend que pour changer d'arbre, un voyage qu'il entreprend avec prudence, passant moins d'1% de sa journée sur la terre ferme, un bref mais dangereux intermède dans sa vie arboricole. Cependant, s'il est menacé, il peut déclencher une poussée de vitesse surprenante, galopant à 30 km/h pour atteindre la sécurité de la bûche la plus proche. Bien qu'il vive dans un écosystème où la routine sauvage tourne à plein régime et où la frontière entre triompher et succomber est extrêmement mince, le koala préfère prendre les choses lentement et vivre ses journées avec la règle d'or de la conservation de l'énergie. Ce mammifère à fourrure peut passer jusqu'à 20 heures par jour à s'adonner à la tâche pas si pénible de dormir et de se reposer, sombrant dans une léthargie relaxante. Même si cela peut paraître un comportement quelque peu répréhensible, la vérité est qu'il s'agit d'une mesure de survie intelligente. Tout comme certaines espèces sauvages parviennent à tirer le meilleur parti de leur nourriture, en extrayant chaque nutriment, ce mammifère particulier est un digne praticien d'un comportement alimentaire pour le moins discutable. Le régime alimentaire modeste du koala l'oblige à consommer d'énormes quantités d'énergie en échange de pratiquement aucun nutriment. Le koala se nourrit presque exclusivement de feuilles d'eucalyptus, une ressource abondante mais trompeuse. Ces feuilles sont fibreuses, pauvres en nutriments et, pour la plupart des êtres vivants, hautement toxiques. Pour survivre avec cette nourriture, le koala a développé un système digestif extraordinaire. Son système digestif contient des enzymes spéciales capables de décomposer les composés toxiques des feuilles, ainsi que des bactéries qui extraient les nutriments d'un aliment très pauvre en nutriments. Pourtant, le processus est si ardu qu'un koala n'absorbe qu'environ 25% des nutriments qu'il consomme. Chaque jour, un spécimen adulte ingère jusqu'à 500 grammes de feuilles, une quantité considérable pour obtenir l'énergie minimale nécessaire pour, au moins, rester en vie. Étant donné que chaque calorie est le résultat d'un processus de digestion ardu, vos mouvements sont lents et délibérés, chaque action étant calculée pour dépenser le moins d'énergie possible. Malgré ses habitudes alimentaires extravagantes, le koala est étonnamment sélectif lorsqu'il s'agit de mettre des choses dans sa bouche. Doté d'un odorat très développé, il renifle soigneusement les feuilles, sélectionnant uniquement celles qui présentent les niveaux les plus bas de toxines et la teneur la plus élevée en eau et en nutriments. Les feuilles d'eucalyptus fournissent également presque toute l'humidité dont il a besoin, une adaptation si remarquable que son nom, koala, vient d'une langue aborigène signifiant « ne bois pas ». Bien qu'il ait rarement besoin de boire, lors des sécheresses ou des vagues de chaleur, lorsque l'eau de ses feuilles s'évapore, le koala affiche un comportement surprenant. Il attend la pluie et lèche l'eau qui coule le long des troncs d'arbres, un phénomène connu sous le nom de stem flow, profitant de chaque goutte que la nature offre. Malgré son régime alimentaire toxique qui en dissuade plus d'un, ce marsupial timide n'est pas sans danger. Ses mouvements lents et sa nature solitaire et paisible le rendent très vulnérable, d'innombrables prédateurs rêvant de savourer un morceau de sa chair tendre.
Dans les airs, de grands oiseaux de proie peuvent attaquer les jeunes animaux, tandis qu'au sol, le redoutable dingo représente une menace constante. Étant donné que sa taille et son manque d'agilité ne sont pas particulièrement intimidants, le koala ignore ses poursuivants, ce qui serait une mort certaine, et considère plutôt la furtivité et le camouflage comme sa principale stratégie pour l'emporter. Immobile dans la fourche d'un arbre, sa fourrure grise tachetée se fond dans l'écorce, la rendant presque invisible d'en bas. Mais même si elle est découverte et acculée, cette proie, en théorie, n'est pas prête à se rendre à la mort représentée dans les mâchoires d'un carnivore. En utilisant ses griffes et ses dents acérées pour se défendre, le koala montre clairement qu'il ne sera pas une proie facile et qu'aucun chasseur, aussi redoutable soit-il, ne prendra un morceau de sa viande sans au moins quelques égratignures en cours de route. En émettant un grognement sonore ou un cri aigu, le marsupial prévient de la férocité à laquelle le prédateur sera confronté s'il n'abandonne pas son désir d'en faire sa victime, démontrant qu'en Australie, même l'espèce la plus inoffensive peut faire ressortir son côté sauvage si la situation le justifie. Loin du silence immuable de la canopée des eucalyptus, dans les eaux tumultueuses qui sculptent les bords du continent, là où la lumière pénètre à peine les profondeurs bleues, une ombre gigantesque glisse comme un fantôme. Ses intentions sont sanglantes, sa présence est une sentence. C'est le grand requin blanc, le souverain incontesté des côtes australiennes. Ce colosse des mers est un chef-d'œuvre de l'évolution, une conception perfectionnée au cours de millions d'années dans un seul but, la chasse. Son corps robuste et fusiforme peut atteindre une longueur de plus de 6 mètres et un poids de près de 2000 kg. C'est le plus grand poisson prédateur de la planète, une montagne de muscles et de cartilage qui patrouille les eaux tempérées et subtropicales. Sa peau est habillée d'un camouflage parfait. Le dos, d'un gris plomb, se fond dans les profondeurs sombres vues d'en haut. Son ventre d'un blanc pur disparaît sur la surface scintillante de l'océan vu d'en bas. Cette contre-coloration en fait un spectre presque invisible pour sa proie. Mais la véritable terreur réside dans sa bouche. Plusieurs rangées de dents triangulaires et dentelées, chacune acérée comme un rasoir, remplissent leur mâchoire. Ces dents, conçues pour saisir des proies glissantes et trancher la chair avec une efficacité brutale, sont constamment remplacées tout au long de leur vie. Bien que, grâce à sa supériorité physique écrasante, il puisse simplement tuer sa proie sans fin sans aucune stratégie, ce chasseur sanguinaire est un maître de l'embuscade, planifiant ses meurtres dans les moindres détails. Contrairement aux nombreuses meutes de dingos qui dominent la savane, leur stratégie n'est pas une poursuite prolongée, mais une attaque surprise imprenable, une explosion de violence calculée et dévastatrice. Caché dans les profondeurs, invisible, attendant le moment idéal pour libérer sa puissance, le grand requin blanc est la chose la plus proche de la mort elle-même dans les eaux australiennes. Lorsqu'une proie, comme un phoque ou peut-être une otarie, apparaît à la surface, l'attaque commence. Avec une accélération explosive, ce prédateur sauvage se lance vers le haut, atteignant des vitesses de plus de 40 km/h en quelques secondes. L'impact est si immense qu'il est souvent projeté complètement hors de l'eau, dans un saut spectaculaire et terrifiant. La proie est frappée avec la force d'un bélier et la première morsure est souvent catastrophique, coupant souvent la malheureuse victime en deux. La chasse aux phoques au large des côtes du sud de l'Australie est une démonstration de précision mortelle, révélant certaines des scènes les plus sauvages du vaste monde marin qui sévit sur les côtes de l'Océanie. Bien qu'il soit capable de terroriser toute la chaîne alimentaire marine à tout moment de la journée, il préfère toujours attaquer pendant les premiers instants de l'aube, lorsque la lumière est faible et les ombres longues, ce qui lui confère un avantage tactique. Se positionnant avec une furtivité effrayante sous sa cible, souvent un jeune phoque solitaire revenant à la colonie, le carnivore fond sur lui avec la force d'un missile,
émergeant de l'abîme. La fente verticale est son mouvement d'ouverture le plus courant, un coup conçu pour neutraliser immédiatement la proie. Si l'impact initial ne suffit pas, la poursuite se transforme en une danse mortelle près de la surface, avec des mouvements latéraux et des claquements de mâchoires rapides. Le prédateur est poussé par le désir de satisfaire son appétit insatiable et la proie est engagée dans une course contre la montre. Les mouvements latéraux de la tête du requin aident ses dents dentelées à couper la chair jeune comme du beurre. Après quelques mètres de poursuite, la proie, étourdie et grièvement blessée, est laissée à sa merci dans un tourbillon cramoisi qui annonce la fin, faisant une autre victime de sa cruelle morsure. Bien que les phoques soient l'une de ses proies préférées, le régime alimentaire de cet opportuniste est sans fin. Les jeunes grands requins blancs se nourrissent principalement de poissons, mais à mesure qu'ils grandissent et gagnent en force, leur appétit s'élargit pour inclure des proies plus grosses. Dauphins, petites baleines, tortues et autres espèces de requins font également partie de leur menu. Même les oiseaux de mer qui se reposent à la surface ne sont pas à l'abri d'une attaque soudaine venue des profondeurs. Ce redoutable chasseur n'hésite pas non plus à se faire charognard, n'hésitant pas à dévorer les carcasses de grosses baleines dans un festin qui peut attirer plusieurs requins au même endroit. Malgré sa position au sommet de la chaîne alimentaire, ce bourreau des océans n'est pas invulnérable. Dans les eaux australiennes, il fait face à un adversaire encore plus puissant. Quelqu'un qui est capable de traquer ce prédateur tout-puissant. Le redoutable orque est la seule espèce qui, en regardant dans les yeux du gigantesque grand requin blanc, ne voit pas un prédateur, mais une proie désirable. Ces chasseurs intelligents vivent en de nombreuses meutes composées de dizaines de carnivores prêts à tuer même d'énormes grands requins blancs. Sa stratégie est précise mais en même temps brutale. Les orques travaillent souvent en groupe pour harceler et épuiser le requin, le retournant pour provoquer un état de paralysie. Une fois le requin sans défense, les orques se nourrissent sélectivement de son foie, un organe large et riche en nutriments, laissant le reste de la carcasse à la dérive, dans ce qui semble être une démonstration de leur puissance au reste de l'écosystème. La simple présence d'orques dans une zone est une raison suffisante pour que les grands requins blancs fuient, abandonnant leur terrain de chasse pendant des mois, une démonstration claire que même le prédateur le plus redouté connaît la peur. Alors que la fureur du grand requin blanc s'estompe dans l'immensité de l'océan, à l'intérieur des terres, dans les ruisseaux silencieux qui serpentent à travers les forêts, un secret évolutif se cache. Ici, dans les eaux fraîches et calmes, la vie n'est pas régie par la vitesse explosive ou la force brute. Sous la surface, une silhouette émerge d'un terrier caché dans la berge de la rivière. Il a la fourrure dense d'une loutre, la queue large et plate d'un castor et le bec d'un canard. C'est l'ornithorynque, une énigme de la nature, une relique vivante d'un temps oublié. Cet habitant des rivières de l'Est de l'Australie est l'un des rares mammifères à pondre des œufs, une ancienne lignée qu'il partage uniquement avec l'échidné. Son corps, qui mesure jusqu'à 60 cm de long, est recouvert d'une fourrure brun foncé, si dense qu'elle emprisonne une couche d'air pour le garder au sec et isolé, même après des heures dans l'eau froide. Leurs pattes sont une merveille d'adaptation. Les toiles de ses pattes avant s'étendent au-delà de ses griffes pour en faire un nageur agile et puissant, mais elles se rétractent lorsqu'il marche sur terre, révélant de fortes griffes pour creuser ses terriers. Au sol, leur démarche est maladroite, presque reptilienne, rappelant que leur véritable royaume se trouve sous l'eau. Mais la caractéristique la plus frappante de l'ornithorynque est de loin son bec. Ce n'est pas dur et rigide comme celui d'un oiseau, mais doux, caoutchouteux et flexible, recouvert d'une peau sombre et sensible. Son bec est un organe sensoriel d'une incroyable complexité, doté de milliers de récepteurs qui lui permettent de naviguer et de chasser dans un monde d'obscurité totale. Au crépuscule, l'ornithorynque sort de son terrier et se glisse dans l'eau pour commencer sa recherche de nourriture. Il plonge et, à cet instant,
son monde change. Des plis de peau recouvrent ses yeux et ses oreilles, et ses narines se ferment hermétiquement, le rendant aveugle et sourd à son environnement. Mais c'est à ce moment-là que votre sixième sens s'éveille. Avec son bec, il balaie le lit de la rivière d'un côté à l'autre, lisant non pas avec la vue, mais avec l'électricité. Les nombreux électrorécepteurs présents dans son bec détectent les minuscules champs électriques générés par la contraction des muscles de sa proie. Bien qu'il ne soit pas un chasseur de la taille du glorieux grand requin blanc, l'ornithorynque est capable d'instiller la peur chez d'innombrables espèces sauvages. Les larves d'insectes, les crevettes d'eau douce, les vers et autres invertébrés signent leur arrêt de mort au simple battement de cœur de leur existence. Une fois que l'ornithorynque affamé a localisé sa proie, il la ramasse avec du gravier et la stocke dans ses poches de joue. Ce n'est qu'après être revenu à la surface qu'il peut enfin manger, et comme il n'a pas de dents, il utilise le gravier qu'il a ramassé pour broyer sa nourriture entre les coussinets de kératine de sa bouche, dans un autre exemple de sa ruse. Comme il doit consommer environ 20% de son propre poids corporel chaque jour pour maintenir ses besoins nutritionnels, ce mammifère peut passer jusqu'à 12 heures chaque nuit à chercher sans cesse de la nourriture. Lorsque le soleil se lève à nouveau, cette créature compacte se réfugie dans le confort de son terrier. Il ne s'agit pas du tout d'un humble abri qui peut mesurer jusqu'à 20 mètres de long, ce qui en fait un véritable complexe. En règle générale, le terrier est construit près de l'eau, presque toujours avec l'entrée entourée par les racines d'un vieil arbre, idéal pour protéger leur maison des visiteurs indésirables sous forme de prédateurs. La faune australienne trépidante continue de vivre et, dans les vastes plaines ouvertes, un oiseau gigantesque apparaît à l'horizon. Avançant à grandes enjambées qui dévorent la distance, l'émeu trace des chemins invisibles à travers les prairies. Cette créature imposante est le plus grand oiseau indigène d'Australie, un nomade infatigable qui personnifie la résilience du continent. Avec une hauteur pouvant atteindre près de 2 mètres, c'est le deuxième plus grand oiseau de la planète. Son corps est recouvert d'un plumage doux, brun et hirsute, qui l'isole de la chaleur torride du jour et du froid de la nuit. Un long cou pâle, souvent teinté de bleu, s'élève au-dessus de son corps robuste, couronné par une petite tête aux grands yeux curieux. Leurs longues pattes dépourvues de plumes se terminent par 3 doigts larges et puissants et sont en grande partie le secret de leur étonnante agilité. L'émeu est le seul oiseau au monde doté de muscles du mollet, une adaptation qui lui permet de parcourir de grandes distances et, si nécessaire, de libérer une vitesse étonnante. Il peut sprinter à près de 50 km à l'heure, un galop soutenu qui laisse la plupart des menaces dans son sillage. Avec une démarche aussi redoutable, l'émeu ne gaspille pas ses dons que le Créateur lui a accordés, étant un voyageur perpétuel, un pèlerin des savanes et des forêts ouvertes. Sa vie est une recherche constante de nourriture, une odyssée qui le conduit à travers de vastes territoires, alimenté par un appétit sans fin. Véritable omnivore opportuniste, le régime alimentaire de cet oiseau captivant reflète ce que la terre offre à chaque saison. Pendant la journée, il se nourrit d'une grande variété de plantes et d'insectes. Il consomme des graines, des fleurs, des pousses d'herbes tendres et des fruits, les arrachant avec son large bec. Il recherche également activement des insectes et des petits lézards, ajoutant des protéines à son alimentation. Votre système digestif cache un secret pour traiter cette nourriture variée. Avale délibérément de petites pierres et d'autres déchets solides. Ces objets, appelés gastrolites, restent dans son estomac et agissent comme un moulin interne, broyant les fibres dures et les coques de graines, dans un comportement quelque peu similaire à celui de l'ornithorynque. La relation de ce survivant astucieux avec l'eau ne connaît pas de juste milieu, allant toujours vers les extrêmes. Il peut passer des semaines sans savoir ce que c'est que de prendre une gorgée rafraîchissante de ce liquide vital, mais lorsqu'il trouve de l'eau fraîche, il saute sur l'occasion et boit de grandes quantités, sachant que dans la sécheresse australienne, on ne sait jamais quand il pourrait retrouver une zone humide ou même une petite flaque d'eau. Bien que généralement solitaire, profitant uniquement de la compagnie du soleil brûlant et du ciel étoilé, dans les endroits où la nourriture est étonnamment abondante, plusieurs émeus peuvent former des groupes lâches, partageant le territoire sans structure sociale rigide. Bien que des liens étroits ne soient pas établis dans ces agglomérations pratiques, des interactions occasionnelles sous forme de vocalisation se produisent.
Ces bruits se présentent souvent sous forme de sons de tambour, de grognements et de sons gutturaux, qui peuvent être entendus jusqu'à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres. Un autre moment où ces vocalisations exotiques peuvent être entendues à travers la savane silencieuse est lorsqu'il se sent menacé, émettant de puissants sifflements. Avec des carnivores comme les dingos et les oiseaux de proie à l'affût, les émeus, qu'ils vivent seuls ou en groupes dispersés, ont adopté des stratégies défensives audacieuses pour éviter de devenir la proie de chasseurs sanguinaires. Commencez. En regardant ses pattes grêles, il est facile de voir que sa principale ligne de défense est représentée par une vitesse surprenante. Avec une foulée pouvant atteindre 3 mètres, lorsque la situation devient dangereusement tendue avec un dingo qui se cache à l'horizon, l'émeu n'y réfléchit pas à 2 fois et s'enfuit vers la sécurité de la savane dans un sprint rapide. Bien sûr, les prédateurs australiens, conscients des prouesses de l'émeu, ne ménagent parfois aucun effort pour coincer l'oiseau et le plaquer contre le mur, à quelques centimètres de leur morsure vicieuse. Ici, ce survivant rusé n'envisage même pas de se rendre à ce qui serait une mort douloureuse, et montre plutôt son côté le plus sauvage en devenant extrêmement agressif dans ce qui sera un combat au corps à corps pour sa vie. Dans ces combats, ces mêmes jambes qui lui permettent de fuir au loin servent d'armes mortelles, prêtes à délivrer des coups de pied puissants qui peuvent même provoquer des fractures chez ces chasseurs. Couronnés de griffes mesurant jusqu'à 15 cm de long, ceux-ci agissent comme des lames capables de déchirer la peau et les muscles des prédateurs. Si un dingo fait un faux pas dans l'une de ces embuscades, l'émeu ne faiblira pas et, d'un seul coup, il l'enverra vers une vie meilleure. Éloigné de la lutte de l'émeu pour sa survie dans les plaines, où les plaines s'estompent et les Alpes australiennes s'élèvent à sa place, une silhouette robuste et musclée émerge de l'obscurité de son terrier. C'est le wombat, l'ingénieur infatigable des sous-bois australiens. Pesant jusqu'à 35 kg et mesurant près d'1 mètre de haut, avec des pattes courtes et un corps compact, ce marsupial se déplace avec une démarche lente et pondérée, un tonneau de muscles et de détermination. Son apparence est celle d'un petit ours, avec une tête large, des oreilles arrondies et de petits yeux qui observent le monde crépusculaire. Sa fourrure épaisse, grise ou brune, l'isole des extrêmes climatiques, des nuits glaciales aux journées douces. L'une de ses adaptations les plus remarquables est sa poche marsupiale. Contrairement à celle d'un kangourou, la poche d'un wombat s'ouvre vers l'arrière. Une conception ingénieuse qui maintient ses petits à l'aise et en sécurité pendant qu'il effectue ses tâches de construction pénible. Cette créature est un fouisseur par nature, une vocation pour laquelle elle est parfaitement équipée. Leurs pattes antérieures sont courtes et puissantes, armées de griffes larges et solides, outils redoutables pour déchirer le sol. Leurs incisives, comme celles d'un rongeur, poussent continuellement, une adaptation nécessaire pour ronger les racines et la végétation dure qu'ils rencontrent. Il n'y a aucun obstacle dans le sol qui soit insurmontable par rapport aux compétences souterraines de ce creuseur qualifié. Son existence est définie par le monde qu'il construit sous terre. Il ne creuse pas de simples trous, mais plutôt des réseaux complexes de tunnels et de chambres qui peuvent s'étendre sur plus de 30 mètres de long et plusieurs mètres de profondeur, faisant passer d'autres creuseurs comme l'ornithorynque pour des novices. Ces terriers sont leur sanctuaire, un refuge contre la chaleur du jour et la traque des prédateurs. À l'intérieur de ce labyrinthe souterrain, la température reste stable, une oasis de fraîcheur dans la chaleur australienne. Chaque terrier peut avoir plusieurs entrées et chambres interconnectées, une conception complexe qui déroute les intrus et offre plusieurs voies d'évacuation. Mais le wombat ne travaille pas seulement pour lui-même. Leurs vastes terriers deviennent des abris vitaux pour une multitude d'autres habitants. Les petits marsupiaux, les reptiles et même les pingouins cherchent refuge dans leurs tunnels pendant les vagues de chaleur ou les incendies de forêt dévastateurs. En retournant le sol, ils l'aèrent également, améliorant ainsi sa qualité et favorisant la croissance des plantes. Il est un architecte de l'écosystème, dont le travail profite à l'ensemble de la communauté. Sa vie est rythmée par un rythme lent et efficace. Son métabolisme est extraordinairement patient et sa digestion peut prendre jusqu'à 14 jours.
Cette efficacité incroyable lui permet d'extraire un maximum de nutriments de son alimentation et de survivre dans des conditions arides avec très peu d'eau. À la tombée de la nuit, le wombat sort de son enviable habitat pour se nourrir. Compte tenu de son apparence calme, il est facile de deviner que ce mammifère n'est pas particulièrement un chasseur acharné, prêt à infliger la terreur à d'autres espèces juste pour obtenir un bon morceau de viande. C'est plutôt un herbivore invétéré qui se délecte d'herbes, de carex, de racines et même d'aliments aussi simples que l'écorce des arbres. Si c'est un tant soit peu comestible, le wombat n'hésite pas à le mettre dans sa bouche. Il se déplace lentement sur son territoire, broutant pendant des heures, suivant souvent les mêmes chemins nuit après nuit. Leur territoire est leur royaume, une zone qui peut s'étendre sur des centaines de mètres et qu'ils défendent agressivement contre tout intrus. Bien que généralement silencieux, lorsqu'il est en colère, il peut émettre une série de sifflements et de grognements durs pour avertir ses rivaux. Malgré son apparence docile, ce mammifère endémique de l'Australie sauvage est tout sauf sans défense. Sa principale défense est un exploit d'ingénierie évolutionnaire. Sa croupe est formée d'une plaque de cartilage durci, un bouclier naturel d'une force étonnante. Lorsqu'il est poursuivi par un prédateur comme un dingo ou un diable de Tasmanie, le wombat plonge la tête la première dans le tunnel le plus proche. Puis, il bloque l'entrée avec sa croupe redoutable, se transformant en mur végétal. Quelle que soit la férocité de l'attaque, le marsupial résiste courageusement à chaque coup. Tout prédateur tentant de se frayer un chemin se heurtera à une barrière impénétrable contre laquelle le wombat peut pousser avec ses puissantes pattes, écrasant l'attaquant contre le plafond du tunnel. Alors que ce survivant ingénieux, architecte de l'écosystème australien, se retire dans la sécurité de son monde souterrain, de retour dans les plaines ouvertes où l'horizon tremble sous la chaleur, règne un maître du mouvement. Avançant avec de longs bonds qui dévorent la distance, le kangourou roux est l'esprit incarné de l'outback hostile australien. Le plus grand marsupial de la planète, c'est une bête géante qui se déplace avec une grâce et une puissance inégalées. Son pelage présente une couleur rouge brique distinctive et sa taille peut dépasser 2 mètres, avec un poids atteignant jusqu'à 95 kg. Contrairement aux femelles, les mâles continuent de grandir tout au long de leur vie, ce qui témoigne de leur domination dans le paysage. Les femelles, ou volantes, sont plus minces et portent une douce fourrure bleu-gris, dépassant rarement 26 kg. Votre corps est conçu pour être efficace dans un environnement impitoyable. Les pattes postérieures sont de longs ressorts de muscles et de tendons, un chef-d'œuvre qui démontre l'ingéniosité du créateur. À chaque saut, le kangourou peut parcourir jusqu'à 9 mètres en une seule accélération, atteignant des vitesses proches de 60 km/h en courtes accélérations. Ce mécanisme de transport particulier fait de leur mouvement l'un des plus efficaces du monde naturel, leur permettant de parcourir de vastes distances avec une dépense énergétique minimale. Sa respiration se synchronise parfaitement avec ses mouvements. À chaque saut, les organes internes bougent, poussant le diaphragme, vidant et remplissant les poumons automatiquement. Ce système de ventilation passive vous permet d'économiser de l'énergie lors de vos longs trajets, ce qui est extrêmement pratique lorsque vous vivez dans un écosystème où l'eau et la nourriture ne sont pas particulièrement abondantes. Lorsque ce sauteur professionnel a besoin de vitesse, il n'augmente pas la fréquence de ses sauts, il allonge simplement sa foulée. Sa longue queue musclée, qui peut mesurer plus d'1 mètre, agit comme un contrepoids parfait lors des sauts, assurant équilibre et contrôle. Lorsqu'il se déplace lentement, la queue devient un 5e membre, reposant sur elle avec ses pattes avant dans une démarche à 5 pédales. En plus de sa démarche très efficace, la vie dans le désert a forgé une série d'adaptations étonnantes chez le kangourou roux pour survivre à la chaleur et à la soif. Étant donné que rester à l'air libre pendant la journée est une condamnation à mort, ce mammifère est principalement crépusculaire, montrant sa plus grande activité pendant les heures plus fraîches de l'aube et du crépuscule. Passez la chaleur torride de midi à vous reposer à l'ombre des quelques arbres et buissons qui parsèment les plaines. Comme dans l'austérité de l'été australien, chaque goutte d'eau vaut son pesant d'or, le kangourou est devenu maître dans l'art de conserver ce liquide vital. Vos reins sont incroyablement efficaces, capables de concentrer l'urine pour minimiser la perte de liquide. Ils lui permettent également d'obtenir la majeure partie de l'humidité dont il a besoin à partir des plantes qu'il mange et de passer de longues périodes sans boire une seule goutte. Même lorsque les températures deviennent particulièrement hostiles, dans une démonstration de son audace et de son irrévérence envers la dureté de l'écosystème, il a un dernier recours pour éviter de périr de surchauffe et même réussir à se rafraîchir, gagnant quelques degrés sur la chaleur suffocante. En léchant ses avant-bras,
Recouvert d'un réseau de vaisseaux sanguins superficiels, le kangourou stimule l'évaporation de la salive, ce qui refroidit progressivement son sang. En répétant ce comportement unique encore et encore, le marsupial crée un système de climatisation personnelle efficace qui lui permet de résister même à la chaleur la plus intense. Leur régime alimentaire reflète également leur résilience inégalée au rude climat australien. Le kangourou roux est un herbivore naturel qui aime dévorer des herbes fraîches et d'autres plantes à feuilles larges. Étant donné sa taille imposante, il ne se contente évidemment pas de manger quelques feuilles, nécessitant en effet d'ingérer de grandes quantités de nourriture pouvant représenter jusqu'à 60% de son poids corporel par jour. Pour ce faire, il passe une grande partie de son temps actif à brouter, souvent en petits groupes appelés meutes. Ces groupes n'ont pas de structure sociale rigide et leur composition change constamment en fonction des conditions environnementales et des nouvelles opportunités présentées à chaque membre. Elles sont généralement constituées de femelles et de leurs petits, parfois accompagnés d'un mâle dominant. Dans les zones où la nourriture est abondante, ces rassemblements peuvent compter jusqu'à des milliers d'individus, un véritable spectacle de la faune australienne. Pendant presque toute l'année, les mâles peuvent paraître paisibles, vivant même en parfaite harmonie avec leur père. Bien sûr, lorsque la saison des amours arrive, tout cela est laissé dans le passé et une violente compétition pour le droit de s'accoupler commence, impliquant des rituels de combat ressemblant à un match de boxe. Les concurrents se tiennent debout sur leurs pattes arrière, s'appuyant sur leur queue et s'accrochent avec leurs petits mais forts bras. Ils poussent et luttent, essayant de déséquilibrer leur adversaire dans une démonstration de force qui implique plus de lutte que chez les autres espèces de kangourous. Si le combat s'intensifie, ils déchaînent l'arme la plus redoutable de leur arsenal. Un coup de pied dévastateur avec ses pattes arrière. Un coup capable de provoquer de graves blessures. Ces combats sont rarement mortels, mais ils servent à établir une hiérarchie claire et à déterminer qui a accès aux femelles réceptives. Dans cette altercation violente, le vainqueur sera favorisé par l'accès aux femmes, tandis que l'homme déplacé sera souvent contraint de mener une vie solitaire, évitant tout contact avec d'autres groupes. En raison de sa taille énorme et de son corps robuste, le kangourou roux adulte a peu, voire aucun, prédateur naturel. Les dingos et les aigles à queue cunéiforme peuvent chasser les jeunes, mais osent rarement interférer avec un adulte en bonne santé et robuste. S'il est menacé par un prédateur terrestre, le kangourou s'enfuit souvent dans l'eau. Étant un nageur étonnamment habile, il peut utiliser les voies navigables pour échapper à ses poursuivants, laissant ces carnivores grotesques avec l'estomac vide. Bien sûr, leurs sauts élancés font aussi partie de leur stratégie d'évasion imprenable, puisqu'en quelques secondes seulement, ils sont capables de s'éloigner à l'horizon de l'endroit où ils étaient censés rencontrer la mort. Leurs pattes musclées constituent une autre ligne de défense contre les mâchoires des chasseurs sauvages. Un seul coup bien porté par ces nombreux marsupiaux peut même signifier la fin d'une bête aussi redoutable qu'un dingo. Loin de l'avancée rythmée du kangourou à travers les plaines brûlées par le soleil, dans les terres froides et sombres du sud, un écho d'une férocité indescriptible s'empare du paysage. Au large du continent australien, sur une île proche du bout du monde, de l'ombre de la forêt, émerge le diable lui-même. Le diable de Tasmanie, une bête compacte et noire comme du charbon, se déplace avec la confiance d'un tyran, conscient que dans son habitat isolé, il représente l'image de la mort elle-même. Son corps, qui ne dépasse pas 30 cm de haut et dont le poids peut atteindre 12 kg chez les plus grands mâles, est un signe de puissance et démontre qu'il n'est pas nécessaire d'être une énorme bête pour dominer cet écosystème du sud d'une main de fer. Le plus grand marsupial carnivore du monde ne vit que sur cette île isolée, qui renferme toute sa férocité, épargnant aux espèces du continent australien sa sauvagerie débridée. La constitution de ce mammifère est robuste, avec une tête large et une queue courte et épaisse qui trahit sa santé, car c'est là qu'il stocke sa graisse. Ses longues moustaches et son odorat et sa vue aiguisée lui permettent de naviguer dans l'obscurité de la nuit, son domaine incontesté. Bien qu'il se déplace généralement avec une démarche lente et caractéristique,
presque un dandinement, cela peut se transformer en un galop étonnamment rapide lorsque l'occasion l'exige, atteignant environ 13 km par heure. Même si sa taille ne suscite pas forcément la peur, ce n'est pas pour rien que cette espèce sauvage obscure a été surnommée un démon. Sa mâchoire est une arme qu'il utilise pour commettre des atrocités à gauche et à droite contre ses semblables, lui donnant la domination absolue sur son royaume. Capable de s'ouvrir à un angle étonnant de 80 degrés, il libère une force de morsure qui, proportionnellement à sa masse corporelle, est la plus puissante de tous les mammifères carnivores vivants, surpassant même les énormes chats africains. Avec une pression de plus de 500 newtons, il peut pulvériser les os et déchirer la chair la plus dure comme s'il s'agissait d'une lame. Bien qu'il soit un chasseur compétent de petites proies telles que les oiseaux et les reptiles, son véritable rôle dans l'écosystème est inscrit dans les restes des autres. Le diable de Tasmanie est le grand nettoyeur de son île personnelle, un charognard par excellence. Guidé par un odorat prodigieux, il est capable de détecter l'odeur d'un cadavre à plus de 10 km de distance, une distance qu'il parcourt sans hésiter lors de ses incursions nocturnes. En un clin d'œil, l'avancée des établissements humains a introduit une nouvelle série de défis, poussant nombre de ces êtres uniques au bord de l'extinction. Pour le koala, maître de l'immobilité, cette nouvelle ère a été particulièrement cruelle. Leur monde, la forêt d'eucalyptus, disparaît à un rythme alarmant. La déforestation au profit de l'agriculture et de l'expansion urbaine a détruit de vastes zones de leur habitat. Cette destruction massive a fragmenté les forêts, transformant des couloirs sûrs en un labyrinthe dangereux. Avec moins d'arbres, les koalas sont obligés de passer plus de temps au sol, un endroit pour lequel ils ne sont pas conçus. Ce voyage court mais dangereux à travers les arbres les expose à de nouvelles menaces. Chaque année, plus de 4000 koalas meurent suite à des collisions avec des véhicules et à des attaques de chiens domestiques. Le dingo, un canidé redoutable, n'échappe pas non plus à cette cruelle réalité, même s'il est directement victime de ce conflit. Considérés comme une menace pour le bétail, ces chiens sauvages font l'objet de persécutions incessantes. Le siège de cette espèce a donné naissance à l'une des plus longues structures du monde. La Dingo Fence, une clôture de près de 6000 km de long en fil de fer qui traverse 3 États, laissant une cicatrice monumentale sur le paysage, construite pour protéger les troupeaux de moutons. Cette clôture a involontairement créé l'une des plus grandes expériences écologiques de la planète, divisant l'outback australien en 2 mondes distincts, l'un avec des dingos et l'autre sans. Du côté où les dingos ont été éradiqués, les populations de kangourous ont explosé, entraînant un surpâturage qui a dépouillé les terres de végétation, bouleversant le délicat équilibre forgé par la nature au fil des ans. Même dans les profondeurs de l'océan, l'influence humaine se fait sentir. Le grand requin blanc, maître des côtes, fait face à des dangers que sa puissance ne peut surmonter. La capture accidentelle dans les filets de pêche commerciale est l'une des plus grandes menaces, ce qui signifie qu'en plus des orques affamés, les requins deviennent la proie de l'ambition humaine et de sa poursuite excessive des ressources marines. Mais tout n'est pas perdu. Au milieu de ces défis, des histoires d'espoir émergent. Le wombat à nez poilu du Nord, l'un des mammifères les plus rares de la planète, auparavant au bord de l'extinction avec seulement 35 individus restants, est un exemple vivant qu'avec des efforts collectifs, il est possible de sauver les espèces sauvages australiennes de l'extinction. Grâce à la création de sanctuaires protégés par des clôtures antiprédateurs, ainsi qu'à des contrôles stricts sur le braconnage, leur nombre a augmenté à plus de 400, un petit mais significatif pas en arrière par rapport aux gouffres. Ces efforts, bien que modestes dans l'immensité du continent, démontrent qu'avec une utilisation responsable des ressources naturelles et des efforts visant à leur préservation, il est possible de guérir les blessures et de garantir que ces créatures extraordinaires continuent de vivre dans cette terre australe des extrêmes.
Les histoires de la faune sauvage de l'Australie vous fascinent? Alors, ne partez pas sans avoir cliqué sur « J'aime » et commentez vos espèces préférées. Si vous souhaitez soutenir la préservation de la faune de ce paradis au cœur de l'océan, vous pouvez également partager la vidéo avec vos amis, vous abonner et cliquer sur la cloche pour rester au courant de nos prochains documentaires. Sans plus tarder, on se retrouve la prochaine fois avec d'autres histoires de requins sanguinaires, d'oiseaux colorés, de marsupiaux rusés et surtout des histoires de vie sauvage.